renouvellement de base a sonné pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les opérations sont lancées ce samedi et ce jusqu'au 30 septembre prochain. Écho dans ce journal. Et puis, santé au scanner. Ce soir, le lupus. Tout savoir sur cette maladie chronique qui survient lorsque le système immunitaire attaque ses propres tissus. C'est la page spéciale santé de ce journal. C'était les titres. Le développement, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le décès tragique d'une jeune Camerounaise dans le désert alors qu'elle tentait de rejoindre l'Europe remet au goût du jour la question de l'immigration clandestine. Comme Isabelle Poumé, ils sont nombreux ces Camerounais, ces Africains qui, au péril de leur vie, choisissent de partir pour une destination incertaine, contre vents et marées, contre la rudesse du désert et les risques de l'aventure. Arrêt ce soir sur les derniers événements liés à cette actualité. Un retour sur les faits signé Oswald de Meudon. Chaque jour dans nos cités, ils sont des milliers à succomber aux sirènes de l'Eldorado que représente pour beaucoup le vieux continent. Des dizaines de jeunes et même de moins jeunes parfois qui empruntent le chemin du désert pour la nouvelle terre promise. Vous n'avez pas deux vies, attention, vous n'en avez qu'une seule. Et c'est pour la vie que vous partez, ce désert-là. On va vous traiter en esclave. Vous allez disparaître. Mais malgré les dangers et les mises en garde, très peu renoncent au voyage de tous les espoirs. Il y a quelques jours, la lente agonie en plein désert d'une jeune Camerounaise embrase les réseaux sociaux, filmée par des compagnons de voyage qui n'avaient visiblement plus d'autre choix que de l'abandonner à contre-cœur. Nous ne pouvons pas risquer notre vie, 40 personnes rien que pour elle. Voilà le 5e jour que nous sommes toujours coincés pour elle. On va lui laisser, que Dieu nous pardonne. Mais ce n'est là que l'un des pans de l'implacable route vers l'Eldorado européen. Très vite, la lumière se fait jour sur la jeune Camerounaise de la vidéo. Isabelle Pouma était coiffeuse à Douala. Mais des Isabelles, le désert du Sahara en avale bien des dizaines chaque jour, quand ce n'est pas la Méditerranée qui s'en charge un peu plus tard. Nombreux sont aussi ceux des immigrants qui se retrouvent en captivité à l'une des étapes du trajet. Mais ces histoires, qui sonnent parfois comme des légendes, n'arrêtent pour autant pas la ruée ni les velléités des jeunes Africains, candidats déclarés à ce voyage, très souvent fatal pour une grande majorité. Le phénomène de l'immigration clandestine est un serpent de mer qui endeuille de nombreuses familles, combattu par les États africains à travers un certain nombre de mécanismes d'insertion des jeunes dans des projets d'appui et d'accompagnement malheureusement pas toujours connus de tous. Eh bien, il existe également des associations de lutte contre l'immigration illégale qui mettent en œuvre des actions réelles de sensibilisation et d'alternatives. Plus de précisions avec Jean-Pierre Congé. Certains jeunes Africains, pris par leur folle envie de partir à tous les prix, ne reculent devant rien. Ni la rudesse du Sahara, ni la froideur de la Méditerranée ne leur fait plus peur. Et moins encore les nombreuses barricades dressées sur leur chemin. Aussi, la première action préconisée pour les dissuader est la sensibilisation. D'abord sur les dangers de l'immigration clandestine, ensuite sur la possibilité de se réaliser chez soi. On pense qu'on ne peut se réaliser qu'ailleurs. Il faut aussi parler aux jeunes pour savoir que les efforts qui sont déployés à l'extérieur, si on les fait ici, on peut aussi s'en sortir. Leur offrir des alternatives sur place est l'autre levier actionné. Les programmes nationaux qui sont mis, qu'il y ait une communication suffisante dessus parce que souvent beaucoup de jeunes ne sont pas informés des initiatives multiples qui sont faites pour eux. Le mouvement étant consubstantiel à l'être humain, promouvoir une migration légale n'est pas dénué d'intérêt.
Il faut faire la promotion de cette migration légale, à la fois ici sur les migrants potentiels, mais aussi des plaidoyers auprès des pays de destination pour que ce ne soit pas totalement fermé, parce que c'est cette fermeture aussi qui crée un appel vers les passeurs. Et pour cela, les gouvernements africains sont invités à mettre sur pied des politiques nationales de migration qui prennent en compte tous les aspects du phénomène et faire de la migration un outil de développement. Dans la suite du journal, le renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, l'opération a démarré ce samedi sur le triangle national, mettant le cap sur la région de l'extrême nord. Là-bas, Kavaye Djibril, le président de la commission de coordination des opérations, plaide pour le choix de candidats au militantisme avéré et pour des opérations de vote sans corruption. Malmoussa le Doublesse de CRTV Extrême Nord. Les dernières opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC dans l'extrême nord ont laissé des plaies qui ont mis du temps à se cicatriser. Au centre de différents, le choix des personnes chargées de l'animation du parti à la base. Cette fois, le président de la commission régionale de coordination appelle à la rupture avec cette pratique. Vous choisirez ainsi des femmes et des hommes capables de relever le défi de l'unique ambition à eux exigé par le président national, à savoir assurer le triomphe des nobles causes du RDPC dans toutes les batailles que mène notre pays. Le président national tient au bon déroulement des opérations sur le terrain et l'honorable Kavaye Djibril en a profité pour mettre le doigt sur les dérives qui ont souvent pollué le renouvellement des organes de base du RDPC. À bannir absolument l'outrage verbal, la corruption, une gangrène qui le plus souvent s'accompagne de l'étalage des richesses de certains. Il reste aux acteurs de se mettre immédiatement en branle pour être dans le délai imparti à ces opérations. Le portrait robot du futur animateur du RDPC et les contours du processus électoral ont été définis ce jour à la maison du parti DDA dans la Sanaga maritime, à l'occasion de la cérémonie de lancement des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base au sein du RDPC. Les travaux étaient présidés par Rosette Ayayi, la vice-présidente de l'organisation des opérations dans la Sanaga maritime. Le compte rendu de José Gaëtan Tchanga de CRTV Littoral. Du choix du candidat au processus électoral jusqu'à la proclamation des résultats, aucune question n'a été de trop à la maison du parti DDA. Les militants du RDPC potentiels responsables à la base en sont sortis édifiés. Les tests ont été suffisamment épluchés et la prise en compte, n'est-ce pas, de l'aspect démocratique du parti, n'est-ce pas, s'exprime. Il y a un encouragement, une impulsion des jeunes et des femmes. La circulaire du président national du parti relative au renouvellement des organes de base du RDPC et des organisations spécialisées dresse un modèle de candidat. Ça doit être un militant convaincu, qui est convaincant, très engagé et qui est un homme de partage. Également un homme fidèle aux idéaux du parti. Les travaux se sont déroulés dans un esprit apaisé. L'honorable Rosette Ayayi Motimbo, la présidente de session, qui a fait observer une minute de silence en la mémoire de l'honorable Marinette Yedna, ancienne présidente de session RDPC de la Sanaga maritime, a souhaité que la formation continue dans les plus petites cellules de base. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a donc entamé la mue de sa base ce jour. Les responsables régionaux et départementaux de ce parti se déploient pour toucher l'ensemble des sommiers sur le triangle national, tout en expliquant les règles du jeu et les attentes du sommet du parti vis-à-vis des aspirants. Les responsables rappellent que l'ordre et la discipline devront régner jusqu'au 30 septembre, date butoir de l'opération. Augustin Guizana. C'est donc parti depuis ce 7 août 2021 pour le processus du renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC au Cameroun et à l'étranger. Pendant un mois et demi, le parti du flambeau ardent cherchera par voie des urnes les meilleurs des dirigeants de ces cellules, sous-sections, sections et organisations spécialisées. Au Cameroun, ce sont les 360 communes qui sont concernées et à l'étranger, il y a 17 sections. Le processus sera conduit par des équipes étoffées, conformément à la circulaire du président national Paul Biya, répercutée par le secrétaire général aux différents responsables chargés du processus. Le RDPC, comme le sel de la nation,
Un cerf qui ne perd et ne devra jamais perdre de sa saveur, au risque de laisser la société sans repère, sans horizon, sans rêve. Au-delà du choix des hommes et des femmes pour diriger l'opération, il y a des critères d'éligibilité qu'il est demandé d'appliquer avec la plus grande rigueur. L'inclusion, le partage et la composante sociologique. L'indiscipline, le manque d'humilité, l'opportunisme, l'arrogance, la défiance envers les autorités, le militantisme occasionnel, l'esprit d'exclusion, la méconnaissance du fonctionnement du parti sont intolérables. L'objectif est d'élire des dirigeants qui tiendront solidement la base du parti et le préparer à toute éventualité. Le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Kouété, a exhorté les différentes équipes de conduire l'opération dans l'ordre et la discipline. Parlons à présent du conflit homme-éléphant dans la région du Sud-Ouest. Les responsables en charge des forêts et de la faune prennent des mesures pour en limiter les dégâts à Bakingili dans le Fako. Ceci à la suite de la destruction de nombreuses plantations par des pachydermes. Roger Samakiporo nous en dit davantage. Selon les riverains, des éléphants issus du parc national du Mont Cameroun ont détruit environ 150 plantations dans la localité de Bakingili. Ces animaux égarés ont également fait irruption dans une école et certains domiciles, semant la peur sur leur passage. Pendant ces dernières années, il y a beaucoup les dégâts causés par les éléphants dans cette zone ouest coast du Fako. Il y a certaines mesures qu'on a mis comme la mise en place des rouges d'abeilles. On a mis ça, on a même fait les rituels traditionnels qui a été suggéré par les chefs traditionnels de cette zone qui peut aider à résoudre ces problèmes. Ça n'a pas toujours aidé, on voit toujours les éléphants. D'autres mesures sont envisagées afin de mettre fin au conflit qui oppose les populations locales aux pachydermes en divagation. On a en train de voir comment on va faire pour éliminer cet animal qui est devenu un danger pour la population. Les responsables en charge des forêts et de la faune et les autorités traditionnelles ont invité les villageois à rester calmes et à éviter la chasse illégale. Et nous restons dans le sud-ouest, cette fois à Limbé, où les hommes de médias ont été invités à rester professionnels malgré la situation de crise socio-politique. Un appel du président du Conseil national de la communication, Joseph Tchebonken Kalaboupse, en visite de travail dans le sud-ouest, a dit être conscient des difficultés des médias locaux. Elisabeth Natalisson. Rendu à son 3e jour de travail dans le sud-ouest, Joseph Tchebonken Kalaboupse est bien conscient des défis auxquels font face les hommes de médias. J'ai constaté que les journalistes dans la région du sud-ouest, comme ceux du nord-ouest, pratiquent cette profession dans un environnement très difficile. Parce qu'ils n'étaient pas formés pour couvrir les crises, la crise de sécurité ou ce que nous vivons dans le sud-ouest, mais ils ont réussi, ils réussissent pas mal. Le patron de l'organe chargé de réguler les médias invite les journalistes à demeurer professionnels. Ils restent professionnels parce qu'avec les canons de la profession, on peut, même dans les situations de crise, couvrir et rester journaliste jusqu'au bout. Avec près de 40 organes de presse, radio et télévision inclus dans la région du sud-ouest, tous de façon unanime promettent de mettre tout en œuvre afin de mener à bien leurs fonctions. C'est dans le but d'éviter d'être sanctionnés par le Conseil national de la communication. La littérature en Afrique subsaharienne, francophone, histoire et perspective, c'est le thème de la conférence animée par Calixte Beyala, auteure et romancière camerounaise. C'était hier vendredi à la bibliothèque de la scène littéraire à Yaoundé. Près de 3 heures d'échange autour de plusieurs aspects de la littérature en Afrique francophone, notamment l'avènement des réseaux sociaux qui contribuent au mal-être de la littérature. Des propositions ont été faites pour faire vivre la littérature africaine et le livre. Le compte rendu de Sidoine Moncam.
La bibliothèque de la scène littéraire accueille une plume mature, une romancière et littéraire engagée. Face au public, Calixte Beyala décrypte de fond en comble l'histoire de la littérature africaine dans sa chronologie. Nous ne sommes pas là pour impacter l'industrie. Nous sommes là pour que les êtres humains réfléchissent mieux à leur humanité. Dans cette salle, des visages bien connus, du gratin politique au milieu culturel, hommes de lettres et universitaires. Tous croisent le verbe dans un échange d'idées. La situation de la littérature aujourd'hui face à l'avènement des réseaux sociaux ne passe pas inaperçue. Beaucoup d'auteurs se sont retrouvés un peu paralysés par l'arrivée d'Internet. La littérature est et demeurera. Les gens qui aiment les livres représentent à peine 3% des populations dans tous les pays du monde. Donc, il faudrait qu'on continue à écrire pour ces 3% de la population qui vont par la suite impacter le destin des autres. Faire vivre la littérature et le livre. Plus qu'un engagement, l'État est appelé à jouer sa partition. Le pays a intérêt à investir dans des maisons d'écrivains. D'ailleurs, j'ai ce projet de créer une maison des écritures afin que les écrivains viennent écrire tranquillement. Une aubaine pour la jeune génération d'écrivains appelés à prendre la relève en lettres d'or. Comprendre le concept de défense populaire à travers la lecture, c'est le chantier littéraire qui a été mené à son terme par le général Mahamad Ahmed Kotoko. Le livre est sorti il y a peu et ce soir, Serge Atangana Bisso nous en livre les bonnes feuilles dans le livre de la semaine. Ce livre de 205 pages, c'est un militaire qui parle, ou plutôt s'interroge triplement. Sur quoi? Sur la défense populaire, comprendre le phénomène tel qu'il se déploie au Cameroun. Le général écrivain défonce une porte ouverte, à nous écrit qu'on n'invente rien dans le principe. Les Suisses avant nous, les Yougoslaves aussi en ont la force et l'expérience. Ce qui se révèle par contre, c'est que le concept n'est pas ce qu'on croyait, et je cite: les armées ne suffisent pas pour sauver une nation, tandis qu'une nation défendue par un peuple est invincible. En clair, la défense populaire, c'est ce que nous avons baptisé ici armée et nation par temps de guerre. Pourquoi donc, lui semble-t-il, les Camerounais restent aveugles et apathiques face aux appétits et convoitises aux portes et à l'intérieur du pays? Boko Haram, rébellion centrafricaine, irrédentistes indépendantistes au nord-ouest et sud-ouest, coupeurs de routes, kidnappeurs et voleurs de bétail sur le bec du canard. Des faits sont ainsi listés, un décompte macabre et grené. Les supports didactiques, textes et lois noircissent enfin les pages pour nous montrer comment adapter et rendre efficace la défense populaire à la camerounaise. Juste une idée, réactiver la réserve des hommes en tenue, officiers et soldats partis à la retraite avec une expertise qui servirait à encadrer le populi, les communautés d'autodéfense aujourd'hui. C'est la troisième question, le comment, car en définitive, je cite, « La guerre qui nous court après est le moteur de l'histoire et la paix dont nous nous vantons, une trêve seulement dans la construction de cette histoire. » Un général écrivant sur la grande muette et certaines choses naturellement secrètes, Mahamad Ahmed Kotoko a la formule qui met les bien-pensants au garde à vous. Nul n'est coupable d'avoir écrit ou parlé. C'est à celui qui écoute d'en faire son profit. Aux éditions L'Hermatan Cameroun, 2021. Des professionnels de jeunesse et d'animation capables d'accompagner le Cameroun dans le processus de l'émergence. Ceci est une recommandation du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Mounouna Futsu présidait à Kribi la cérémonie de remise de parchemin à la cuvée 2021 du Sénages de Kribi. Le compte rendu de Dieudonné Noira dans le Sud. Après 2 années de formation d'un travail acharné, 59 apprenants du Sénages de Kribi, promotion 2019-2021, ont reçu leur parchemin en présence du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Un jour exceptionnel pour ces instructeurs principaux et instructeurs adjoints de jeunesse et d'animation. Nous avons eu la chance de recevoir la plus belle formation au Centre national de la jeunesse et de l'éducation civique. Cette promotion baptisée volontariat et patriotisme pour un Cameroun sain, résilient et prospère par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a exécuté séance tenante un hymne pour dire merci au président de la République pour ses actions en faveur de la jeunesse. Et sur le terrain, c'est le
lauréats qui rejoignent ainsi le corps des animateurs dans la fonction publique seront donc ce levier de l'éducation civique et d'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Chemin de l'émergence à l'horizon 2035, nous avons pour ça besoin de professionnels de jeunesse et d'animation capables non seulement d'encadrer la population jeune, mais également de réarmer toute la population camerounaise. Une cérémonie riche en sons et couleurs, très animée par les promus du jour. Un aperçu de leur travail sur le terrain. Je vous le disais dans les titres du journal, la page spéciale santé au scanner pose un diagnostic sérieux ce samedi sur une pathologie rare, le lupus. Le mal peut affecter plusieurs organes du corps humain et parmi les principaux symptômes, l'inflammation musculaire, la perte de poids, la perte de cheveux, l'érythème. C'est une maladie qui touche principalement les femmes. Au scanner de Martin Wendengue, vous en saurez plus sur le lupus. Ces chiffres ne donnent pas le tournis. Une personne sur 30 000 affectée. Pourtant, le lupus fait mal. Aucune partie du corps n'est à l'abri. C'est un rhumatisme inflammatoire chronique. C'est une maladie auto-immune qui est dite non spécifique d'organes. C'est-à-dire que c'est une maladie qui peut affecter plusieurs organes à la fois. La génétique, l'environnement et certains médicaments antibiotiques se bousculent sur le banc des accusés des causes du lupus. Ces manifestations sont aussi diverses que ses formes. Alors c'est une maladie qui va se manifester sur le plan rhumatologique par des douleurs articulaires qui sont très importantes, qui sont souvent invalidantes, qui réveillent le patient dans la nuit, accompagnées souvent de gonflements articulaires, plusieurs articulations, mais rarement des déformations. Cette pathologie va également affecter la peau, peut affecter le cœur, affecter le rein. On peut la découvrir tout simplement au stade final d'une insuffisance rénale. Peut également affecter les poumons. C'est également une maladie qui peut se caractériser par des manifestations neurologiques. Le lupus est incurable, mais un traitement adapté peut soulager le patient qui en souffre. Du fait de sa polyformie, la prise en charge implique plusieurs spécialistes. Le néphrologue a son rôle à jouer, le cardiologue a son rôle à jouer, le neurologue a son rôle à jouer, le pneumologue même a son rôle à jouer et l'interniste a également son rôle à jouer. Également le pédiatre et même le gynécologue parce que évidemment certaines femmes enceintes sont lupiques et vont donc nécessiter une prise en charge très très rapprochée. Le lupus peut prendre plusieurs années pour être diagnostiqué et les femmes sont les plus exposées. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun. Parmi les vaccins disponibles au Cameroun, il y a Sinopharm, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Est-il nécessaire de solliciter d'autres types de vaccins? La question préoccupe Évariste Yenga, que nous retrouvons en compagnie de son invité, le docteur Tonga. Évariste et son invité sont au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir à Tabadine Omar. On va scruter un peu l'avenir, voir ce qui est possible. Il y a déjà 3 types de vaccins au Cameroun, Sinopharm, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Est-il nécessaire de faire venir au Cameroun, d'importer d'autres vaccins? Entretien ce soir avec le docteur Tonga Calvin. Il est responsable de la planification et du suivi évaluation au programme élargi de vaccination. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Alors, 3 vaccins sont déjà disponibles au Cameroun, on vient de les citer. Y a-t-il besoin de penser à faire venir d'autres?
Oui, les besoins vont dépendre de notre atteinte de la cible vaccinale. Le pays se propose d'atteindre environ 13 millions de compatriotes pour assurer une bonne protection de la population contre la maladie. À ce jour, nous sommes à un peu plus de 360 000 personnes vaccinées, soit environ 2,6% de notre cible déjà atteinte. Vous comprenez donc que pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, il pourrait arriver qu'on ait besoin davantage de vaccins et les types de vaccins dépendront donc des disponibilités qui nous seront offertes. Alors on est à moins de 3%, il faut atteindre 13 millions de personnes vaccinées. Est-ce que c'est un souci de type de vaccin ou de disponibilité des vaccins, des types qui sont déjà là? Nous avons actuellement des vaccins en stock, donc ce que nous faisons, c'est d'encourager nos compatriotes à se rendre vers les points de vaccination pour recevoir leur vaccin. La cible ne sera atteinte que quand la demande rencontrera l'offre, donc l'offre de vaccination est disponible et nous encourageons tout le monde à aller prendre les vaccins pour que nous protégions le plus grand nombre d'entre nous. Merci à vous, Dr Calvin Tonga, assez édifiant. Donc, on a bien noté ces précisions qu'il vient de donner. Les commandes, elles peuvent être passées, tout dépendra des demandes. Pour l'instant, il est indiqué aux Camerounais d'aller se faire vacciner. Merci Évariste, merci également à votre invité pour toutes les informations. En découverte ce soir, allons en savoir un peu plus sur un bout d'histoire de la ville Château d'eau du Cameroun. Le tout premier quartier de la ville de Ngaoundéré porte le nom d'un arbre planté il y a plus de 200 ans par des éleveurs, l'Itahi. Depuis lors, il y a eu une succession de dynasties et un brassage de peuples qui font de Ngaoundéré une véritable cité carrefour. Notre guide, Salomon Kankili Babale de CRTV Adamawa. Scène de vie au quartier Litaï, le tout premier de la ville et qui doit son nom à un arbre planté ici il y a plus de 2 siècles par des nomades. C'est le serviteur de la Médo à l'époque, le nommé Diallo. C'est lui-même qui avait implanté les Litaï. Bon, même partout dans la ville, vous voyez, là où se trouve un grand arbre comme ça donne l'ombre, bon, tout le monde a besoin de venir s'arrêter sous l'ombre. L'histoire raconte également, parlant du Litaï, qu'il a fait germer l'envie de s'installer aux premiers occupants de Ngaoundéré, la cité Carrefour. Le Litaï que vous voyez là, c'est notre fierté. C'est-à-dire c'est cet arbre qui nous réunit, tout le monde qui vient ici, il n'y a pas de telle ethnie ou telle ethnie, c'est tout le monde qui s'est retrouvé ici au fur et à mesure. Tous les jours que Dieu a fait, c'est la même chose, c'est les mêmes rites. Il y a toutes les ethnies qui viennent ici, le Pel, le Mboum, le Hausa, le Di, le Baya, le Kanouri, il y a tout le monde. Hein. Avec l'érosion du temps, d'autres quartiers sont créés dans les environs, à l'instar du quartier Yarban, qui abrite le mythique Lamida de Ngaoundéré. Ici, se sont succédés plusieurs règnes et dynasties. Et nous quittons le château d'eau pour parler de distribution de l'eau. La Kamwata, désormais opérationnelle au quartier Messamendongo à Yaoundé, situé sur la route de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. La nouvelle agence couvre les arrondissements de Yaoundé 3e et 4e avec un portefeuille de plus de 11 000 clients. Un reportage signé Awa Issa de CRTV Centre. La nouvelle agence commerciale de la Cameroun Water Utilities Corporation Kamwata est dotée de toutes les commodités d'usage pour le confort de la clientèle. Un personnel qualifié est en service tous les jours ouvrables pour l'écoute et la satisfaction de plus de 11 000 clients répartis dans 18 quartiers de Yaoundé, dont Messamendongo, Odja, Koweït City ou encore Ahala. Cette nouvelle agence de Messamendongo vient désengorger celle de Kounou. Yaoundé Sud avait véritablement besoin d'une agence commerciale comme celle-ci. Figurez-vous, Ekouno, l'agence d'Ekouno couvrait pratiquement 3 arrondissements. Il était grandement temps qu'il y ait scission, qu'il y ait décongestionnement, et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. La toute première équipe dirigeante de l'agence commerciale Kamwata de Messamendongo est appelée à impulser une nouvelle dynamique afin que le client soit un véritable roi. Nous ne devons pas perdre le temps au client. Le client vient pour payer, sa facture ne doit pas mettre plus de 30 minutes dans une agence. Il y a d'abord cela, et en plus c'est l'information. Le client ne doit pas beaucoup marcher pour chercher la bonne information. Vous savez, là où il n'y a pas d'information, il y a des soupçons de corruption. Fini les longues files d'attente et les tracasseries pour les milliers d'usagers qui saluent l'initiative du directeur général de la Cameroun Water Utilities Corporation. D'ordinaire,
je vais à Ekounou. Et Ekounou, si vous y allez un peu tard, vous attendez une heure, vous faites une heure de queue et puis c'est désagréable quoi. Moi je suis satisfait puisque j'habite à Odja, donc ça fait quand même moins loin que d'aller à Ekounou. Avec cette autre agence, Kamwata se rapproche davantage de ses clients avec un service de qualité et de proximité. Le sénateur Bernard Amougou a été inhumé à Ndiafom, son village natal dans l'arrondissement de Ngoulmakon, région du Sud. Décédé en début de cette semaine, celui qui était alors président de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans la villa laisse un grand vide au sein de ses différentes familles. Ghislain Pierre-Issono de CRTV Sud. Bernard Amougou repose désormais ici. Le sénateur a été accompagné à sa dernière demeure dans son village natal, Ndiafom, par Mela Mizibi, dans l'arrondissement d'Ngoulemakon, région du Sud Cameroun. Une cérémonie très courue qui a vu la présence d'un beau monde. La famille nucléaire, les amis et connaissances, les élus parmi lesquels les sénateurs, les autorités administratives, au rang desquels le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, et surtout sa famille politique, le RDPC, dont il était président de la délégation départementale permanente du comité central du RDPC pour l'Anvila. Et le parti le lui a bien rendu. Le souvenir d'un intellectuel de haut vol, et surtout d'un homme pondéré, d'un homme réservé, mais perspicace, de celui qui aimait le consensus et pas de division. Il quitte la scène à 69 ans sous le regard impuissant de sa descendance qui laisse sans voix. Et l'officiant du jour, le vicaire général des Boulevards, Monseigneur Bertrand Melobon, a indiqué la voie à la dite descendance sur ce bel héritage qu'il a légué. L'église presbytérienne camerounaise clôturait ce samedi l'année de formation de l'Institut Tyrannus. C'était au cœur du centre ADNA de l'EPC à Yaoundé. L'occasion a été donnée de prêcher et d'enseigner les valeurs de respect et de soumission à Dieu. Cyril Kingembepe. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants touchés par la parole de Dieu à travers des séminaires et conférences. Les grands événements d'impact de l'Institut Tyrannus s'achèvent pour cet exercice. Nous avons emprunté la montée vers l'attitude de croisière qui doit nous amener à un certain niveau de puissance et d'impact réel dans les vies des personnes, des familles et dans la société. C'est possible d'avoir un bon caractère. Et comme le caractère détermine la destinée, c'est possible d'avoir une bonne destinée. Un cadre où l'individu est équipé pour le succès privé et public et un message biblique adapté. Sortir l'homme de la médiocrité, l'équiper, le bâtir et le rendre créatif, productif et épanoui. En 2021-2022, il faudra créer plus de partenariats avec des églises et des individus pour que les hommes migrent de la conversion à la transformation et de la transformation à l'impact. Avant de parler de sport, ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de la République de Côte d'Ivoire le 7 août m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes souhaits de santé, de concorde et de prospérité pour la nation ivoirienne. Je saisis cette solennelle circonstance pour me féliciter de nouveau de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos États et nos peuples. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya. Sport, compte à rebours de la CAN 2021, intéressons-nous ce soir à une infrastructure qui a abrité la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Le stade Amadou Ahidjo raconte les plus belles histoires du football camerounais. L'ouvrage fait partie des plus anciennes architectures du Cameroun dans le domaine sportif. Allons à la découverte de ce stade avec Esther Ayimboku. Voici le stade Amadou Ahidjo. Une infrastructure chargée d'histoire. Construit en 1972, la structure sportive raconte de belles épopées. Théâtre de l'échec du Cameroun face au Congo en demi-finale de sa CAN, l'édifice est sorti de terre à la demande expresse du président de la République. Vu des gradins, la splendeur de la cité capitale étale sa beauté et son charme. Rénové en 2016 à la faveur de la CAN féminine, le stade de 40 000 places, aujourd'hui, présente un centre multimédia.
Ça va. Un plateau de télévision qui animera la compétition. Avec sa pelouse verdoyante, entretenue par une expertise locale, l'architecture passe un message aux Camerounais. Pour n'avoir aucun doute sur un athlète, vous êtes convoqué ici, chez le médecin antidopage, tout proche de l'infirmerie. L'ouvrage contient un centre de presse, une salle de conférence, en gros, tout ce que devrait contenir un stade aux normes internationales. Pour les joueurs, 4 vestiaires sont prêts et les cintres n'attendent plus que leur maillot, car la CAN, c'est demain. Et voilà qui met un terme à ce journal, une édition préparée avec la collaboration des stagiaires Erin Ngondele, Muriel Aminanga et Corinne Ngonom. Prochain rendez-vous avec l'information minuit, vous serez en compagnie de Joseph Guetta-Mandeng et de Clarence Nguem. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Ne manquez pas l'entrevue Le Mag, l'émission présentée par Eric Christiania qui reçoit ce soir Narcisse Pokam. Bonne soirée à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.